Claude Hartmann, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être dès ce matin sur le plateau pour nous renseigner de tout ce qui s'est passé hier. Alors, la question que tout le monde se pose, que s'est-il passé hier à 8h30 ? Hier à 8h30, le réseau entier s'est écroulé. C'est ce qui s'appelle un blackout en termes techniques, mais aussi termes classiques pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, les 7 moteurs qui tournaient et le peu de photovoltaïque qu'il y avait déjà à 8h30 se sont tous arrêtés successivement et à la fin, il n'y avait plus du tout d'électricité sur le réseau d'EDM. Pourquoi ? En fait, on a eu un peu avant un court-circuit très violent dans la zone au Vallon. Alors, on était en train de gérer cette panne, si vous voulez, qui avait pas mal secoué. Il faut imaginer que l'électricité, il faut fabriquer exactement ce que le client consomme à tout moment. C'est comme une balance. Et donc, quand vous avez un gros court-circuit d'un côté, c'est comme si vous mettiez un gros coup sur la balance. C'est-à-dire que les moteurs, la production doit fournir, si vous voulez, le choc que produit le court-circuit. Et donc, pendant un certain temps, on est en train d'essayer d'équilibrer les choses, puisque tout ça est à la fois très automatique, puisqu'il y a des automatismes, mais aussi très manuel, parce qu'en fait, on démarre les machines à la demande en fonction de cet équilibre. Et cet équilibre a été rompu un peu avant, et pendant qu'on faisait les réparations de ce déséquilibre, il y a eu un autre phénomène que pour l'instant je n'ai pas trouvé, ou peut-être on s'est mal débrouillé. Toujours est-il qu'on a perdu l'ensemble de la production un quart d'heure après ce court-circuit violent de 8h15, et on a dû perdre l'ensemble à 8h30. Et comment ensuite, vos équipes, comment vous avez fait pour rétablir comment ça se passe? Alors, quand comment il ça se se passe passe? Parce que je suppose que c'est une énorme surprise. C'est pas prévu. Non, voilà. C'est pas prévu. Et comment on fait quand ça se produit? Alors ça se passe à la fois, j'allais dire toujours pareil, parce que c'est des phénomènes qui se produisent dans des systèmes isolés. Quand on a peu de machines qui tournent, on est fragile. Je crois que j'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. On avait un blackout en décembre 2020 de nuit. Donc c'est à la fois toujours pareil, parce qu'il faut redémarrer des moteurs diesel dans les centrales. Petit à petit, un premier moteur, mettre en face des clients, c'est pour ça que c'est progressif. Un deuxième moteur, mettre en face des clients, et ainsi de suite, pour remonter, si vous voulez, la balance en puissance, pour finalement satisfaire l'ensemble de la demande à la fin. Ce temps-là est beaucoup plus long que le réglage classique. Tant que vous avez des machines tournantes, vous pouvez monter, descendre. Par exemple, à 19h, la consommation est énorme par rapport à 3h du matin. Donc ces réglages-là, on les fait en continu. Mais une fois qu'on est à l'arrêt, il faut reconstruire très progressivement, parce que vous pouvez très bien retomber. Vous êtes d'autant plus fragile que vous partez de zéro. D'accord. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a réussi finalement à 10h à récupérer l'intégralité de Petite Terre. Merci la centrale de Badamier, puisque on a la chance. Nos anciens ont souhaité qu'il y ait 2 centrales sur l'île. Grand merci à eux, parce que du coup c'est très, très utile dans ces cas-là, puisque on dissocie. On dissocie. On peut, s'il y en a un qui va plus vite, on peut donner le courant plus vite pour la partie concernée. Voilà. Et donc 10h, Petite Terre, c'était réglé, et on avait plus de difficultés à démarrer les machines progressivement à Longoni. Pour autant, à 14h, tout le monde avait du courant, sauf le départ, là où il y avait le court-circuit. Le sud avait du courant à 14h. D'accord. Tout le monde avait du courant à 14h, sauf la zone de Haut-Vallon, Trois-Vallées, etc. Pour quelle raison ça a été plus difficile? Donc, on a aussi redonné du courant, mais ça c'était en début de soirée, tout le monde l'a remarqué, ceux qui habitent là-bas. Peut-être que ça a évité les bougies pendant tout le repas de la Saint-Valentin, j'espère en tout cas. Mais donc on a redonné. Ça peut être romantique. Ça peut, mais ce n'était pas prévu. Oui, c'est bien quand c'est prévu. Quand on a le choix, c'est sympa. C'est ça, quand on l'a choisi, c'est mieux. En tout cas, vers 20h, on a pu redonner de l'électricité là-bas aussi. Pourquoi? C'est que ce câble avec ses différents postes, on a examiné tronçon par tronçon, parce qu'on ne souhaitait surtout pas retrouver le phénomène de 8h30. On n'avait pas envie de remettre le courant sur un gros court-circuit. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve exactement l'endroit. Et dans ces cas-là, 99 fois sur 100, c'est des câbles souterrains qui sont cassés pour diverses raisons, parce qu'il y a eu un endommagement, une pelle qui a touché ou des choses comme ça. Et en fait, on ne trouvait pas l'endroit. Et donc, on a su remettre progressivement. Et on a fini par tomber sur un poste, on appelle ça poste privé, c'est-à-dire c'est des postes clients, en l'occurrence une grande surface commerciale, dont la cellule, c'est-à-dire finalement l'endroit, l'interrupteur principal sur le réseau, avait explosé. Et donc, c'était là. Si vous voulez. Ça, on l'a trouvé à 23h. Donc tout le monde avait déjà du courant, mais l'origine, si vous voulez, du premier déséquilibre, on l'a trouvé à 23h le soir. Alors, sans doute que s'il n'y avait pas eu tout le blackout, on l'aurait trouvé beaucoup plus vite. On s'est occupé d'abord du blackout, et à 14h, quand tout le monde avait l'électricité, on s'est occupé de la partie au Vallon. Et je suis vraiment
désolé pour les clients de ce secteur-là qui ont souffert plus que les autres. Alors, quand une panne comme celle-là se produit, comment on alerte le préfet? Parce que très rapidement, dans la matinée, il a mis en place une espèce de cellule de crise, un centre opérationnel. Comment ça se passe, la relation avec le préfet? Il y a en fait des astreintes qu'organise le préfet avec tous les services, hein, quels qu'ils soient. Alors, ça vaut pour EDEM, mais tous les autres, des pompiers aux hôpitaux, en passant par tous. Et donc, c'est très facile pour nous de se parler dans les deux sens, d'ailleurs. S'il y a un problème électrique, on va pouvoir informer la préfecture. Et à l'inverse, s'il y avait un gros problème de circulation autre, on le saurait dans l'autre sens. Donc ça, c'est des choses qui existent toute l'année, tous les jours de l'année, toute heure de l'année. Et donc, ça s'est mis en route. Alors, ça prend toujours 5 minutes, mais le centre opérationnel départemental était constitué dès le matin, assez vite. Et donc on a eu 2 séances dans la journée pour faire des points intermédiaires dans lesquels on a évidemment pu rassurer parce que une fois qu'on avait remis une partie du réseau, on savait on sait très bien qu'on va sortir et à peu près dans quelle durée. Donc on pouvait affirmer que ce serait vers fin de matinée, au pire la journée. Finalement ça a été 14 heures. Après, le préfet et l'équipe préfectorale a pris ses décisions vis-à-vis des écoles, etc. Parce qu'il y a eu une coupure d'eau? Alors non, l'eau, je crois, fonctionne avec des pompes. Alors pas seulement, hein, parce qu'il y a aussi des réserves, il y a aussi du gravitaire, avec le poids de l'eau pour distribuer l'eau. Mais on a besoin de pompes pour distribuer l'eau, et j'imagine pour remplir les réservoirs. Donc quand il n'y a pas de courant, il y a un temps d'exploitation, si vous voulez, qui manque. Et donc j'imagine que si la SMAE avait besoin à ce moment-là de remplir les réservoirs lundi matin, elle n'a pas pu le faire. Elle n'a pu le faire quand il y avait de nouveau de l'électricité. Voilà. Alors il y a eu une autre difficulté dans la journée, puisque comme vous le disiez, quand on discutait avant le début de ce temps de parole, quand les problèmes arrivent, ils arrivent en escadrille, n'est-ce pas? Donc vous avez aussi rencontré une autre difficulté d'exploitation dans le sud qui n'avait rien à voir finalement avec le problème de départ, qui se serait probablement produit de la même manière, même s'il n'y avait pas eu cette coupure. C'est juste une coïncidence qui s'est produite l'après-midi, et donc effectivement... on a eu en fin d'après-midi, début de soirée, d'autres petites coupures, alors très courtes, mais dans le sud, sans conséquence sur le reste du réseau. J'ai envie de dire, comme un jour normal, c'est des coupures qui peuvent se produire. On en a de ce type-là, comme dans le sud hier soir, 3 ou 4 par mois. Ça fait partie de la vie de l'électricité. Je vais peut-être dire 2 choses. C'est d'abord, je trouve que, je félicite l'ensemble des salariés qui se sont mobilisés, parce qu'on a eu du monde dehors toute la journée, vous avez compris, jusqu'à tard le soir. Oui. On a eu les centrales qui, bien sûr, se sont toutes mobilisées pour redémarrer les machines. Et c'est des conditions très particulières parce que vous n'avez plus de courant dans les centrales non plus. C'est ça qu'il faut imaginer. Mais oui, c'est vrai, vous avez raison. Tout est prévu, si vous voulez. Vous avez des groupes, je suppose. On a des batteries sur les groupes, donc on démarre les groupes. Mais si vous voulez, c'est ce que vous disiez, on commence petit pour assembler le Lego et à la fin avoir ensemble. Donc c'est un métier. En fait, cet exercice-là, vous pouvez quasiment le faire qu'en réel. Ça ne peut pas être simulé, parce que simulé, ça n'a pas le même goût, vu que simulé, on a la clim, on a la lumière, enfin voilà. Non, là, c'est vraiment, il n'y a plus de courant, on s'appelle avec le téléphone, ou avec parce qu'on a des réseaux dédiés. Si jamais un jour, les réseaux télécoms devaient se casser la figure, sachez qu'on a des réseaux EDM spécialisés pour continuer à se parler. Tout ça est prévu, si vous voulez. Mais en même temps, c'était le jour J hier, où on a pu, en grandeur réelle, tester tout ça. Donc bravo à tous ceux qui ont toute la journée sué, couru, été mouillés, conduits sur la route, etc., pour finalement rétablir. Je pense que c'est un point important, parce que c'est sans doute là qu'on nous attend, et je pense qu'on a été au rendez-vous. Peut-être qu'on aurait dû éviter la panne. J'en suis pas sûr, parce que système petit, fragile, je vous disais aussi tout à l'heure qu'on a malgré tout un réseau très résilient, très costaud, et que le vent, par exemple, nous atteint très peu. C'est-à-dire, Anna, il y a eu quand même des pointes à 100 km/h, sans doute à certains endroits plus, on l'a vu, parce qu'il y avait des petites branchouilles qui étaient tombées un peu partout. Et dans ces cas-là, moi qui ai exploité en France métropolitaine, je peux vous dire que les réseaux un peu ruraux seraient depuis longtemps en partie par terre. Vous savez, les fils nus qu'on voit dans la campagne, cela ne résiste pas à ça. Et à Enedis, une boîte qui fait le même boulot que nous, mais en métropole, il est assez fréquent d'avoir 48 heures ou 36 heures de coupure suite à une petite tempête, et a fortiori sur des grosses. Et c'est vrai que ça, on ne l'imagine pas. Nous, depuis Mayotte, on s'imagine qu'on est ultra vulnérable et qu'en métropole, les agents EDF vont dans leur petite voiture bleue, pouf, en 5 minutes, tirer partout, et que c'est hyper facile. C'est ce sentiment-là qu'on a ici.
En fait, et il est erroné. Ben oui, parce que le réseau est très costaud, parce qu'il est enfoui, si vous voulez. Après, ce qui est fragile, c'est la production, parce qu'il n'y a pas beaucoup de machines. Qu'est-ce qui peut arranger ça dans le futur? Très simple. On a 2 batteries qui arrivent, on les attend. Une de Total Energy, qui est déjà là, mais qui n'est pas en service. Une d'Albioma, qui arrive courant de l'année. Ces batteries, ça c'est du pain béni, parce que ça fait une pièce de plus dans le puzzle qui peut nous aider dans l'équilibre dont je parlais au début. Ça permet de stocker un peu l'énergie, et donc de mieux travailler, et n'avoir pas que les diesels à régler, on peut travailler sur autre chose. Et puis, on attend pour 2028, je l'espère, un autre outil de production, qui d'ailleurs probablement ne sera pas EDM, en tout cas c'est les choix qu'ont fait le département et l'État, mais peu importe quel il est, ce sera une machine tournante de plus. En fait, et c'est quoi cette machine? Ce sera un alternateur, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais pour faire de l'électricité, il faut une machine qui tourne avec un moteur qui pousse derrière, et vous transformez un mouvement rotatif en électricité alternative. Et plus on en a, plus on est sécurisé. L'Europe, c'est 50 réacteurs nucléaires, c'est X centrales charbon, c'est X centrales gaz, tout ça, ça se parle. Quand il y en a une qui tombe, les autres, on ne le voit même pas. Moi, je suis petit, j'ai 7 machines tournantes, il y en avait hier 2 ou 3, je ne sais plus, à Badamier, le reste sur les 7 à Longoni. C'est tout. C'est tout. Et un peu de soleil. Tout ça, c'est tous les... Un peu de soleil, parce qu'il a beaucoup plu. Oui, mais hier, 8h30, il y avait un peu de lumière. C'est bien. Alors, quand vous disiez les salariés d'EDM ont été sur le terrain toute la journée, pour qu'on comprenne bien, comme il n'y avait pas de câbles tombés ou de choses comme ça, quand ils vont sur le terrain, les salariés, c'est pour faire quoi? Des diagnostics? Alors non, on a besoin, je vous le disais, de rééquilibrer les charges, ce qui veut dire qu'à certains endroits, il faut manœuvrer les réseaux. Il y a des points qui sont téléconduits, donc ça permet de faire des interrupteurs ouverts-fermés à distance, comme à la maison, comme à la lumière. D'autres, il faut vraiment aller sur place pour faire la séparation. Et donc, en fait, on a besoin d'envoyer des collègues à certains points du réseau pour opérer des manœuvres et permettre de répartir les charges, par exemple sur ce qu'on appelle nous un départ, c'est-à-dire finalement un câble qui est très chargé. Les gens attendent tous, il n'y a pas de courant. Vous remettez le courant, la consommation est au maximum. Pour éviter d'aller au tapis, on va couper au milieu, donner d'abord une moitié, puis la seconde. C'est ce genre de choses qu'on fait. Et donc, il faut être un peu à tous les points du réseau pour être prêt à manœuvrer. Alors, il pleut beaucoup en ce moment. Les câbles sont enterrés, vous le disiez. Ils craignent cette... Alors, c'est parce que ce n'est pas des petites pluies, de rien du tout. Ce sont de grosses intempéries. Est-ce que les câbles qui sont enterrés peuvent craindre ces pluies importantes? Non, ils sont prévus pour... la Terre a toujours 1 degré d'humidité. Baigner dans l'eau, ça ne les inquiète pas. En fait, c'est des câbles complètement étanches. D'accord. Donc là, non, il ne faut pas s'en inquiéter. La pluie peut être gênante pour les réseaux, mais qu'ils soient aériens ou souterrains d'ailleurs, s'il y a des glissements de terrain. Si le terrain commence à bouger, vous avez le poteau qui va partir avec. Et si c'est du câble, le poids de la terre peut aller jusqu'à les arracher. C'est rare, mais ça peut arriver. Mais en tout cas, l'étanchéité est garantie. On n'a pas de souci avec ça. Et alors, comment est-ce que nous, utilisateurs du réseau EDM, on peut mieux s'organiser pour faire face à ce genre de difficultés? Parce que vous disiez la dernière, c'était en décembre 2020, ça fait quand même un petit moment. Et puis c'était en pleine nuit, donc personne n'a remarqué à l'époque. Mais bon... Tant mieux, mais à 8h30, tout le monde l'a vu. Ouais. Comment on peut s'organiser, nous? Je pense qu'en tant que particulier, parce que les professionnels le font déjà, et les grands magasins, et ceux qui ont du froid, ceux qui ont de la santé-sécurité, comme les hôpitaux ou l'aéroport, tous ces gens-là ont des groupes électrogènes. Oui. Et c'est tout à fait normal. Sur une île, il faut absolument avoir ça, parce qu'une coupure comme celle-là de 3-4 heures, je dirais que c'est inéluctable si on laisse passer beaucoup de temps. Je n'ai pas dit qu'il y en a tout le temps, c'est même assez rare, mais ça arrive, forcément. Et donc, si on ne l'a pas prévu, mauvais. Mais tous ces gens-là sont équipés. Donc, après, il faut vérifier que les groupes sont entretenus très bien. Ça, après, c'est chacun a ses procédures. Le particulier, je pense qu'il y a 2 aspects qu'il faut avoir à l'esprit. C'est le froid, là aussi, le congélateur, etc. Il faut se rappeler qu'un congélateur qu'on laisse fermer, même en climat tropical, on tient une douzaine d'heures. En métropole, on dit 24. Ici, je vais dire 12. Sauf peut-être les gros frigos américains qui sont conçus différemment, parce qu'il y a moins de glace dedans, il y a moins de froid, et ils sont susceptibles d'être plus rapidement réchauffés, on va dire, quand il n'y a pas de courant. Mais un congélateur classique, bahut, etc., ça tient sans problème 12 heures, et si on ne l'ouvre pas.
C'est-à-dire que si, maman, je veux une glace toutes les 5 minutes, là, ça ne va pas le faire. Ou alors, il faut le vider pour de bon et on n'en parle plus. Mais le fait de l'ouvrir amène du chaud, il ne peut plus refroidir, donc il faut éviter de l'ouvrir. Il faut le laisser fermer. Et c'est important. Dès que le courant est coupé, je n'ouvre plus le congélateur pour le sauver. Deuxième chose, il y a les accès. C'est-à-dire pour ceux qui disposent de volets métalliques, etc., il faut toujours disposer d'une clé pour pouvoir le rouvrir manuellement ou le fermer. Ça dépend si on veut se mettre en sécurité ou sortir. Et de la même manière, il faut prévoir des lampes de poche, puisque ça peut arriver la nuit. Et si on a besoin de sortir, de faire quoi que ce soit, il faut retrouver son chemin. Je pense qu'avec ça, voilà, vous avez le kit de base ou les solutions de base de ce qu'il faut préparer, parce que ça peut arriver. Alors c'est vrai que par le passé, il y a fort longtemps, on était habitué aux coupures d'électricité qui survenaient beaucoup plus fréquemment. Alors voilà, le temps passe et puis le réseau s'améliore et je dirais, et c'est tant mieux. Néanmoins, il reste quand même ponctuellement des micro-coupures ou des variations d'intensité importantes qui abîment le matériel informatique, le matériel électronique. Pourquoi il y a ces manifestations très déplaisantes ? Alors c'est toujours les mêmes causes, c'est-à-dire dans l'équilibre dont je parlais, c'est qu'il y a un moment un phénomène violent qui entraîne ponctuellement un déséquilibre. Et donc, par exemple, à 8h14 hier matin, tout le monde a dû voir, on a eu une espèce de descente de la lumière et une remontée, mais quasi instantanée. C'était le court-circuit dont je parlais. C'est à ce moment-là qu'il y a eu l'explosion sur le réseau. Parce que le court-circuit vous déséquilibre complètement la balance, il n'y a plus de quoi distribuer. Le court-circuit mange quasiment toute l'énergie disponible. Bon, ensuite, les disjoncteurs s'ouvrent et après, nous, on est en train d'essayer de jouer à rééquilibrer le truc. Très bien. Mais ce choc-là, je ne sais pas l'éviter parce que finalement, mon rôle, c'est d'alimenter les clients, le réseau. Si pour X raison, il y a un court-circuit, on a eu déjà le cas aussi de pelles qui arrachent les câbles, si vous voulez. Oui. Je veux bien lutter contre ça, j'essaye, mais si quelqu'un le fait, si vous voulez, ça arrive. Et donc, dans ce cas-là, il y a un gros court-circuit, l'ensemble des clients voient « poc, poc ». Et c'est le lot, là encore, de réseaux petits, et ça restera pour toujours. Mayotte est un réseau isolé, donc quand il y a un gros court-circuit, il n'y a plus d'énergie pour les autres, ça fait un à-coup, si vous voulez. Un à-coup. Et c'est ce que vous voyez de temps en temps à la lumière. Impossible à éviter. Je ne sais pas l'éviter. Alors, si un client veut se protéger de ça, par exemple pour l'informatique, il y a les onduleurs. Chacun peut là aussi se protéger. Qui absorbe en réalité en ces fait, variations. Dès qu'il y a la moindre variation du réseau, l'onduleur prend la place et attend que le réseau se restabilise pour redonner la main au réseau. Vous voyez ? Et donc, vous êtes protégé de ce genre de micro-coupures. Si vraiment vous avez du matériel informatique auquel vous tenez beaucoup, utiliser les onduleurs, finalement, ça vaut peut-être le coup d'investir quelques centaines d'euros pour ça. Pour protéger. Si vraiment vous avez ce souci-là. Alors, une dernière question. Là, on a parlé de comment on fait quand survient le problème, mais je suppose que dans vos procédures de travail, il y a aussi le retour quelques temps après sur l'événement pour mieux le comprendre, pour approfondir, pour en tirer des enseignements et éventuellement modifier un certain nombre de choses. Comment ça se passe chez EDM et quand ça va se passer ? Alors, on commence toujours par rétablir l'électricité, à restabiliser les choses. Et ensuite, on a énormément d'enregistrements, parce que c'est des phénomènes qui sont assez rapides, si vous voulez. C'est-à-dire que l'esprit humain n'a pas toujours le temps de réagir par rapport à ça. Parfois, ça se joue en millisecondes ou peut-être en demi-secondes maximum. Et donc, on a des relevés et on compare ce qui s'est passé dans les centrales, ce qui s'est passé au réseau, en différents points pour reconstituer finalement les raisons qui nous ont emmenés à ce qu'on a perdu l'équilibre sur cette opération-là. Et ensuite, on essaie d'imaginer des solutions. Et en fait, parmi les solutions, on a des procédures, il y a aussi des outils. Si je reprends les batteries, c'est leur destin. L'une d'entre elles est destinée 100% à réagir au quart de tour quand il y a un problème sur le réseau. C'est-à-dire plus vite que l'esprit humain, que cette batterie, finalement, donne son énergie pour rééquilibrer tout de suite la balance, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est beaucoup plus rapide que l'esprit humain. Et donc, elle est conçue pour ça. On attend sa mise en service. Vous savez qu'aujourd'hui, la production est en concurrence. Ça ne paraît pas, même à Mayotte. C'est pour ça que je parle librement de batteries qui ne sont pas à moi ou de futures centrales qui ne seraient pas EDM. Donc, on attend que ça veuille bien démarrer. Mais bon, je pense que ça viendra. Et le rôle de cette batterie est d'intervenir dans la première fraction de seconde pour compenser l'équilibre du réseau quand il se prend
un choc. Et vous allez, dans une semaine, 10 jours, vous mettre autour de la table avec Alors oui, les pardon, c'est ce que vous ingénieurs. dites, excusez-moi. Oui, c'est ça. En fait, on a des ingénieurs de plusieurs origines parce qu'on a besoin des producteurs, on a besoin des gens du réseau. Tous ces gens-là se parlent et à la fin, on a un plan d'action, celui du plan d'action suite au blackout de décembre 2020. On l'a intégralement déroulé en 2021. Là, il y a eu d'autres nouveautés, entre des choses qu'on n'a pas vues. Il faut comprendre qu'un réseau, ça évolue. Bien sûr. J'entends dire qu'il y avait 39 000 clients hier, c'est faux, on a 50 000 clients, c'est des vieux chiffres. De la presse. Oui, mais alors c'était 39 000 réalimentés, ça devait être sur le coup de midi, et donc c'était les clients réalimentés. On en a 50 000 aujourd'hui. Donc ça évolue, il y a de plus en plus de solaire, il y a les nouvelles batteries, il y aura plus tard une nouvelle centrale, tout ça mérite tout le temps des réglages. On a eu le poste de SADA qui s'est rajouté, qui lui aussi est un élément nouveau dans le réseau. Tout ça c'est bon pour le réseau, mais à chaque fois on ajuste tous ces réglages, et finalement, si je dois positiver un peu l'épisode d'hier, et je m'en excuse pour tous ceux qui ont été vraiment embêtés, c'est que ça n'a pas été si long que ça, sauf pour Ronvallon, et qu'on en apprend effectivement plein de choses pour les fois d'après. Claude Hartmann, merci beaucoup de toutes ces informations et puis de nous parler avec transparence. Bon courage pour la suite. Avec plaisir, merci, bonne journée. Tout de suite, c'est la suite de nos programmes.